À l'échelle suisse, c'est clair qu'on essaie de... Enfin, notre ambition sur toutes les technologies, je pense, Rémi, le prochain orateur, va aussi vous montrer de travailler un peu plus raisonnable, mais ça reste des investissements assez lourds. Donc c'est pour ça que toutes ces startups ont besoin aussi d'investissements financiers conséquents, parce qu'une fois que les productions sont lancées, il faut approvisionner en matière. On a vu toute une expertise autour de la production. Et c'est pour ça que dire que le bois et le pétrole du 21e siècle, c'est pas vraiment utopique, c'est dire qu'on va reprendre aussi le fractionnement de la matière, mais à la place de faire avec le pétrole, on va faire le bois, on va décliner le bois de manière de plus en plus poussée, depuis la fibre jusqu'à la molécule. Et ça va m'amener à la présentation de notre dernier intervenant, qui est Rémi, qui a beaucoup de succès dans le développement de la jeune start-up Bloom Biorenewables SA, qui a fait récemment de grosses levées de fonds. On a pris Fondation Bill Gates, donc on peut être fier aussi d'avoir des start-up suisses qui ont une envergure internationale. Et voilà, Rémi va nous présenter l'extraction et la valorisation d'un des composants du bois qu'on a déjà beaucoup entendu aujourd'hui, c'est la lignine. Je ne vais pas en dire plus, simplement que Rémi a fait des études à l'EPFL, en chimie, puis en biochimie à l'ETH. Il a même été conseiller au service du Parlement avant de prendre la casquette d'entrepreneur et voilà, de se frotter à l'entrepreneuriat avec succès, on peut le dire. Et voilà. Rémi, la parole est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour l'introduction. Aujourd'hui, j'aimerais un peu parler en général de la vision de Bloom Biorenewables et comment on aimerait faire du bois en fait une véritable alternative au pétrole. Et pour vous donner un peu des dimensions, est-ce que quelqu'un a une impression pour le nombre de barils de pétrole que nous utilisons en tant qu'humanité par jour? Un chiffre. C'est des millions, je peux vous dire déjà ça. Non, on arrive à 100 millions de barils par jour pour tout le pétrole consommé. Et on a à peu près 13 millions qui vont dans des produits un peu de performance. Donc, c'est les specialty chemicals ou les petrochemicals. Donc, c'est tout ce qui fait le monde autour de vous. Donc, votre voiture, votre téléphone, les sièges sur lesquels vous êtes posés. La technique ici qui me permet d'amplifier ma voix, c'est tout des choses qui ne sont que possibles parce que nous avons ces 13 millions de barils qui vont dans ces matériaux. Et donc, on a un problème conséquent, et c'est un moment très particulier de l'histoire de l'humanité, c'est que c'est relativement clair, ou de plus en plus clair, qu'on va devoir en fait se débarrasser de ce carbone fossile et le remplacer par quelque chose d'autre. Et si on regarde qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait remplacer ce pétrole, c'est relativement simple, hein, il y a deux options. Au-delà de recycler celui qu'on a déjà extrait, c'est prendre le CO2 de l'atmosphère ou utiliser la biomasse. Nous imaginons un monde où la biomasse va jouer un rôle important, et moi je l'espère plus important que la capture de CO2, parce que je préfère vivre dans un monde où il y a des arbres autour de moi plutôt que des machines qui tirent le CO2 de l'atmosphère en consommant de l'énergie. Donc, je vais essayer d'illustrer un peu le problème en soi, mais notre mission, c'est vraiment de développer des technologies qui vont permettre de produire ces matériaux qu'on connaît si bien, qu'on aime si bien et qu'on n'aimerait pas lâcher, à base de matières renouvelables et dans notre cas, à base de biomasse. Donc le problème, je ne vais pas passer plus de temps dessus, nous sommes sur des courbes qui sont alarmantes. Le IPCC GIEC en français a émis un rapport dernièrement qui répète finalement ce qu'ils ont dit depuis un moment, mais qui dit nous sommes sur finalement la courbe rouge probablement ici. Et on a la COP qui va commencer bientôt, qui, je l'espère, va un peu plus dynamiser les choses pour rendre le problème un peu plus, ou s'attaquer un peu plus au problème. Nous, on regarde les choses un peu plus terre à terre et on se dit, aujourd'hui, il faut quelque chose qui prenne sur le marché. Donc, on doit avoir un truc qui est compétitif avec le pétrole. Et ça, c'est très difficile pour deux raisons. La première, c'est que le pétrole ne paye pas la pollution qu'il produit. Donc aujourd'hui, si on achète un litre de benzine, il n'y a pas de prix
contenu dans ce prix qu'on paye à la machine, qui va retirer le CO2 qui sort de la voiture derrière, et pareil pour tous les autres objets qu'on utilise. La deuxième raison, c'est que le pétrole, en fait, est un peu partout. Donc, ce n'est pas que l'essence qu'on met dans sa voiture, mais c'est aussi justement tous les matériaux que je mentionnais. Et on se fait beaucoup plus d'argent sur les matériaux que sur le pétrole. Donc, en fait, ils arrivent à balancer un peu le prix ou leur marge sur les différents produits qu'ils arrivent à dériver. Et si nous, on arrive avec le bois, on en fait du bioéthanol, ben, on ne va jamais arriver parce que le prix compétitif serait d'avoir encore une autre partie du bois qui va vers des produits à plus haute valeur pour pouvoir compenser un peu ça. Et c'est ces deux approches qu'on essaye d'intégrer. Donc, premièrement, on veut du carbone recyclé ou du carbone renouvelable et faire des produits à haute valeur qui seraient ici plus dans les produits de spécialité. On s'attaque à la biomasse, vous l'aurez compris. On pense que, en fait, parce qu'il y avait le pétrole qui était là pour faire tous ces objets, on ne s'est jamais vraiment posé la question qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, sauf Lenzing, hein, je dois le dire ici, qui fait un boulot impressionnant, parce que je pense que Lenzing, c'est l'exemple d'une entreprise du futur. On a en fait un problème de concentration. Sur quoi on s'est concentré ces dernières années? On ne s'est certainement pas concentré sur le fait de comment déconstruire la biomasse, parce qu'il y avait tout le monde, la cellulose, qui marchait bien sur des procédés qui aujourd'hui datent d'une centaine d'années. Mais il n'y avait pas de raison de prendre du bois et d'en faire de l'électronique, parce que ça se faisait avec les produits pétrochimiques qu'on connaissait très bien. Et on pense vraiment que c'est là qu'il faut mettre l'accent aujourd'hui parce qu'on part un peu de zéro et c'est là où on a commencé à travailler, à vraiment comprendre comment déconstruire mieux cette biomasse de manière plutôt avec les connaissances actuelles. Et ça, c'est un gros point de notre projet, c'est le Why Now. Eh ben, c'est juste parce qu'aujourd'hui, on a de la RMN, pour ceux qui savent ce que c'est de la résonance magnétique, qui nous permet d'aller voir vraiment les structures des polymères. Et c'est des choses qui sont développées que depuis une vingtaine d'années. Et donc, tous les procédés qui ont été développés avant ça ne savaient pas ce qu'il y avait dans la lignine en particulier, à laquelle on va revenir dans une minute. Donc, on déconstruit mieux et on arrive à faire mieux des produits qui ressemblent finalement aux produits qu'on utilise au quotidien, et on arrive à faire des produits de haute valeur qui vont ici de nouveau dans les produits de spécialité pour justement lever le revenu qu'on fait par kilo de bois et l'efficacité sur le carbone. Donc, en quelques mots, la biomasse, ça peut se simplifier par de la cellulose et de l'hémicellulose, qui sont des fibres qui est collées ensemble par une résine qui s'appelle de la lignine. Historiquement, tout le monde s'est intéressé à la cellulose parce que c'est la manière, ou c'est le polymère le plus simple, je dirais, à processer, à extraire. Hein. Et les autres, finalement, sont négligés, et principalement pour des raisons chimiques. Donc, quand on déconstruit du bois, la lignine va condenser. Donc, c'est une réaction chimique irréversible. Et la lignine qui est accessible aujourd'hui, hein, parce qu'il y en a des millions de tonnes produites par l'industrie papetière, et Lenzing produit probablement aussi de la lignine, elle est tellement condensée que c'est comme une colle à deux composants qu'on a déjà mélangée et qu'on ne peut plus rien en faire. En tout cas, certainement pas une colle, mais il n'y a pas de voie simple pour revenir au point de départ. Donc nous, on a étudié ces procédés de condensation et en fait, on a designé un procédé qui vient protéger finalement la lignine sur ces sites en fait réactifs et la stabilise. Donc on est les premiers à pouvoir extraire de la lignine qui est linéaire, on va dire, hein, et qu'on peut casser en petits morceaux pour en faire des produits à plus haute valeur qui ressemblent plus en fait aux produits que l'industrie chimique a l'habitude que si on partait de la poudre ou de la lignine elle-même. On compare ça souvent à une allégorie que tout le monde pourra comprendre, et l'œuf a aussi trois fractions, on a la coquille, le blanc et le jaune. Et en fait, si on la casse de manière non sélective, on va dire, on peut faire plein de trucs avec. Mais si on arrive à sélectivement séparer et garder les propriétés natives des différentes fractions, on va en fait pouvoir élargir. Donc on pourra toujours faire les choses qu'on peut faire si on le fractionne mal, mais on pourra élargir d'une manière à faire après des mousses au chocolat ou des choses que les gens ne seraient pas d'accord de laisser de côté non plus. Donc c'est vraiment cette approche-là qu'on a pour augmenter en fait la valeur qu'il y a sur la ligne.
Donc si on se compare un peu, j'ai pas mis Lenzing là-dessus, je pourrais d'ailleurs, mais on est une bioraffinerie, donc on va faire les 3 fractions. Je pense que là où le jeu va se jouer dans le futur, c'est sur la lignine, parce qu'on parle de 20% de la masse de la biomasse lignocellulosique, et il faut absolument trouver des applications. L'industrie du papier s'y attelle depuis des années, des décennies, et ils peinent parce que finalement, on n'arrive pas à faire de la lignine vraiment un ajout chimique. Donc, c'est toujours un filler. On met de la lignine jusqu'à ce que le système craque parce que la chimie n'est pas assez présente. Et c'est à ce moment-là qu'on arrête de mettre... Souvent, on est entre 20 et 40%. Et nous, notre but, c'est vraiment d'amener cette chimie venant du bois et de la lignine et pouvoir faire des choses qui tiennent vraiment la route. Donc, je vais juste regarder là. Je vais rapidement aller sur la raison pour laquelle on se situe là où on est sur les produits. C'est que, en gros, l'industrie pétrochimique a extrait des backbones riches en carbone depuis finalement une centaine d'années et fait un business avec la fonctionnalisation. Donc, on met des choses sur le backbone et ensuite on les vend au kilo, donc sans aller dans les détails, mais on gagne en fait en masse. Donc, chaque fois qu'on rajoute quelque chose, donc on vend moins de molécules et on peut vendre à des prix qui sont similaires ou légèrement plus élevés. Maintenant, si on va dans l'autre sens, on a un problème fondamental parce qu'on arrive avec des molécules de la biomasse qui sont très oxydées. Et si on réduit en fait la masse, on va vraiment devoir rajouter un coût pour ensuite devoir vendre plus de molécules par kilo. Et par conséquent, on a une explosion du prix. Donc nous, on doit rester finalement dans une structure, en tout cas dans le court terme, pour en fait utiliser ces molécules oxydées, et c'est ça qu'on est en train de faire. Donc là, c'est un peu pour vous expliquer les différents marchés qu'on approche. Donc on est très fort dans les fragrances, c'est des molécules à très haute valeur et très oxydées ou fonctionnalisées. La même chose pour les arômes, on est de plus en plus intéressant pour les gens de la cosmétique parce qu'on peut vraiment faire des choses mesurables avec nos produits. Et on s'intéresse de plus en plus aux surfactants parce qu'il y a une taille de marché qui est énorme. Et le surfactant, si on pense un peu aux produits, il faut s'intéresser aux choses qui partent dans l'environnement. Et le surfactant, typiquement, personne ne va aller le chercher à la sortie de la machine à laver ou du lave-vaisselle. Et le but étant d'intégrer en fait les autres marchés avec le temps. Le problème, c'est qu'on a vu avec Lenzing, on a mis une centaine d'années, si je me souviens bien, pour finalement en arriver là où on est aujourd'hui. Et ce n'est pas des industries qui sortent de nulle part. Donc il y avait probablement une scierie, même là où Lenzing était avant, et ils ont construit sur cette scierie. Donc nous, on a besoin de commencer petit pour pouvoir grandir, et c'est ça la roadmap. Peut-être pour aller un peu plus en détail sur certains produits, on a beaucoup parlé d'hémicellulose et de lignine aujourd'hui. Nous, l'hémicellulose, on la dépolymérise, on en fait du xylose qui a été mentionné et qui est d'ailleurs aussi produit par Lenzing, et on le fonctionnalise pour faire un polymère qui ressemble à du PET, et on a des très bonnes valeurs mécaniques et des résultats très prometteurs pour remplacer vraiment ce plastique à grande échelle. Du côté lignine, j'ai parlé des fragrances, des encres, mais ce que je veux mentionner ici, c'est les fuels. Finalement, il faut toujours quelque chose, il faut toujours brûler quelque chose. Quelqu'un de l'industrie papetière m'a dit une fois, « You always need a kidney ». Donc, il faut en fait un endroit où on a quelque chose qui finit tout ce qu'on ne sait pas quoi en faire, on le met là et on le brûle. Et ça, c'est très bien parce qu'on peut en faire des fuels marins, par exemple, qui vont être très difficiles à décarboniser. Et ce sera des fuels biobasés. Voilà, donc maintenant j'ai parlé un peu de la chimie, j'aimerais toucher 2-3 mots sur l'envergure en fait des choses et peut-être aussi revenir sur ce que M. Pichelin a dit au début. C'est l'envergure des choses. Donc notre stratégie à long terme, c'est de licencier les technologies parce que ce qu'on fait le mieux chez Bloom, c'est de comprendre la biomasse, dessiner des procédés et les mettre à une certaine échelle, et ensuite on laissera BASF, Solvay, tous ces gens qui font ça très bien, mettre ça à échelle, produire et avoir des camions qui rentrent et qui sortent.
Le problème, c'est qu'il faut leur montrer ça à un certain volume. Et ce volume, c'est rapidement, envoyez-nous 25 kilos. Hein. Je pense que les extraits d'écorce, c'est pareil. On parle à quelqu'un qui trouve ça génial et qui dit, essayons, envoyez-nous 2 fois 25 kilos pour qu'on regarde si ça bloque notre machine. Et puis si ça la bloque, tant pis. Et si ça la bloque pas, on continue à discuter. Le problème, c'est que nous, pour produire 50 kilos, je vais mettre toute l'équipe à plein temps sur 6 mois pour ce client-là qui peut-être me dira après, ça n'a pas marché, ça a bloqué la machine. Donc il faut vraiment essayer de gérer cette interaction en fait avec une industrie gigantesque et ça, il faut un démonstrateur. Donc la BFH en a un. Nous, on en vise un peu plus grand, qui peut manger 10 000 tonnes de bois sec par année à sa capacité pleine, parce que c'est ça qui va nous permettre de valider en fait les produits et vraiment aller vers les clients et avoir des signatures qui sont contraignantes et ensuite pouvoir aller à l'étape commerciale qui est encore un facteur 10 de plus. Je ne vais pas aller dans le détail ici. Le point, c'est qu'on utilise ces produits à haute valeur pour en fait soutenir le démonstrateur. C'est pour ça que c'est aussi important de partir sur des niches, aller vers des bulks et pas faire ce que beaucoup ont fait et essayer de faire du bioéthanol depuis la première tentative. Par rapport à la feuille de route, je ne veux pas faire un pitch d'investisseurs ici, mais c'est juste pour vous donner la taille des volumes. La prochaine levée de fonds qu'on va faire l'année prochaine est visée à 30 à 55 millions d'euros. Et ça, c'est pour faire un petit démonstrateur qui va juste prouver que la technologie marche et rendre une crédibilité par rapport aux choses, que les gens puissent toucher la matière. Et le site commercial, on pourra peut-être en discuter avec Lenzing, mais on parle de 200 millions. UPM a investi dans une bioraffinerie à 500 millions l'année passée. Et ça, c'est les chiffres qu'on a besoin pour en fait cette transition loin du carbone et vers le bois ou la biomasse en général. Et c'est quelque chose qui a besoin de tout le monde, donc des politiques, des investisseurs, des fondations, et tout le monde va devoir soutenir. Mais ce qu'il faut surtout, c'est des technologies qui aident à faire ça rapidement. OK. 2 mots sur l'équipe, et après je suis au bout. Je pense que l'équipe, c'est un des éléments les plus importants quand on a une petite start-up, parce que finalement, les choses bougent, hein, les gens ont des humeurs, et les choses ne vont pas toujours exactement de la manière dont on les a prévues. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut une cohésion, il faut une structure. Et là, je veux juste mentionner, on a les 3 cofondateurs en haut, donc moi-même, Florent, qui sont responsables du management, et le professeur Lutherbacher, qui est chef de labo à l'EPFL. Jérémy est vraiment la tête derrière les patentes et tout ça, et il continue en fait à développer maintenant des technologies sur la base de ces nouveaux types de lignine et d'hémicellulose qu'on arrive à produire. Et nous, on s'occupe finalement de la mise à échelle. Et pour ça, en fait, moi, je suis chimiste à la base. Comme dit, j'ai fait un peu de conseil scientifique dans la politique et pas mal d'entrepreneuriat. Mais j'ai jamais, en fait, monté une usine moi-même ou une entreprise qui engage des dizaines, voire des centaines de personnes. Et c'est pour ça que le board est très important. On a eu la chance, grâce à Mass Challenge, que je tiens à remercier ici pour ça, d'attirer Mathias Varenne, qui était CFO chez Givaudan pendant toute sa carrière, ou fin de carrière, pendant 15 ans. Et ça a vraiment, en fait, ça amène une vision de quelqu'un qui s'assied à table et qui sait comment fonctionne une entreprise avec des milliers d'employés et qui est actif exactement dans le même secteur, c'est-à-dire à faire des fragrances et avoir de la chimie qui rentre et qui sort. Sophie, c'est un peu la même histoire, mais je vais encore mentionner Gaëtan, c'est que dès qu'on arrive à lever des fonds, les gens qui payent, ils veulent être assis et avoir un peu une main sur le frein à main ou plutôt la pédale de gaz. Et dans ce cas-là, en fait, c'est important de comprendre au moment où on lève des fonds, de savoir qui c'est qui va venir là, parce que cette personne a une influence énorme dans l'entreprise. Et la levée de fonds était en décembre dernier. Donc, on a déjà eu l'honneur d'apprendre un peu à connaître Gaëtan, qui lui-même est entrepreneur, et ça se passe très bien jusque maintenant.
Je ne vais pas aller sur tous les visages, mais je veux dire que c'est très beau de voir que les jeunes chimistes, en fait, veulent une mission dans ce qu'ils font dans leur vie, que finalement, la cause climatique est arrivée dans les esprits des gens. Et c'est très simple de trouver des talents. Et on est toujours à la recherche de talents. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés ici dans cette salle, on peut discuter après s'il y a des opportunités qui se présentent. Voilà, avec ça, j'aimerais remercier tout le monde ici, mais j'aimerais aussi remercier les organisateurs ici, la BFH pour un nombre de projets qu'on a fait ensemble, les PFL et tous les gens qui nous ont soutenus jusqu'à maintenant. Merci pour votre attention.